Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Vous écoutez Erreur 404, le podcast où l'on échange, on discute et on vulgarise la tech qui fait du bien. Parfois high-tech, parfois low-tech, mais toujours avec curiosité. Dans les transports, en cuisinant, en faisant du sport ou juste pour faire passer le temps. Laissez-vous embarquer dans nos discussions avec des invités passionnés. Mais attention, une fois lancé, vous risquez d'avoir envie de continuer. Comme disait Alain, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404. Bonne écoute! À l'heure où le numérique façonne nos quotidiens, l'univers de la tech semble toujours divisé entre experts inaccessibles et novices intimidés. Pourtant, une nouvelle culture émerge portée par des voix qui veulent en finir avec le mythe du génie solitaire ou du vocabulaire abstrait. Dans cet espace en constante mutation, la tech se réinvente. Plus humaine, plus inclusive et plus transparente. Une tech qui ne cherche pas à impressionner, mais à transmettre. Si vous avez déjà eu l'impression que ce monde n'était pas fait pour vous, ou si vous cherchez à comprendre, à apprendre sans être perdu, cet épisode est pour vous. Parce que la tech, ce n'est pas un club fermé, c'est un terrain de jeu qu'on peut tous apprendre à explorer, à condition qu'on nous donne les bonnes cartes. À travers cet épisode d'Erreur 404, nous allons donc se plonger dans cet univers qu'est la technologie. Je m'appelle Pauline, je suis cofondatrice d'Erreur 404 et je suis accompagnée de Léa. Hello, je serai la non-experte du sujet pour cet épisode en nouvelles technologies. Et pour parler de la tech qui se réinvente, nous avons aujourd'hui à nos côtés justement Léa, ingénieure informatique et créatrice de contenu. Bienvenue à toi Léa. Bonjour, merci beaucoup. Vous faites ça super bien en tout cas, vos voix sont extrêmement adaptées à un podcast, je me sens toute détendue. On espère que ça va continuer alors. Merci à toi en tout cas de te prêter au jeu du podcast. Et pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore ? Je m'appelle Léa Bende, je suis software engineer pour Tata Consultancy Services, qui est une ESN indienne, mais qui a un de ses sièges à Paris et qui contient un laboratoire d'innovation dont je fais partie. Donc mon travail consiste principalement à explorer toutes les nouvelles technologies, les derniers papiers de recherche qui sortent et montrer la valeur qu'ils peuvent apporter à nos clients. Et en parallèle, je porte la casquette de Becoming Léa sur les réseaux sociaux où je parle du coup justement de technologie, de ces nouvelles choses que j'apprends au quotidien auprès de ma communauté. Et j'essaye de rendre la tech plus fun et comme vous l'avez dit, plus accessible parce que ça me passionne et j'aime bien transmettre cette passion. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Et puis tout au long du podcast, moi j'ai l'habitude de poser des questions sur tout ce que je ne comprends pas. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une SN, c'est ça ? Une ESN ? Oui. Alors c'est une entreprise de services numériques, je crois que c'est bien ça l'abréviation. Et globalement c'est une entreprise qui fournit des prestations, que ce soit des services ou des produits pour des clients variés. Ça peut être un site web, une application, ou alors ça peut être de l'accompagnement, du support, de la maintenance, etc. Donc c'est assez large. Et moi, je ne rentre pas directement dans le secteur d'activité principal de l'entreprise, vu que c'est un laboratoire d'innovation. Donc c'est assez ciblé, particulier. C'est encore du consulting, mais à une échelle vraiment très particulière. Donc ça me plaît, j'y trouve mon compte. Trop bien. Merci beaucoup. C'était le petit point de lexique pour commencer. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était avant bien trop tard. Donc non, c'est pas de souci. Dans le podcast, on a toujours l'habitude de poser en introduction 2 questions assez rapides. Qu'est-ce qui te passionne dans la tech ? Quelle innovation veux-tu voir se concrétiser ou au contraire ne jamais voir le jour ? Ce qui me passionne dans la tech, c'est le côté créatif. J'ai toujours été quelqu'un de créatif dans ma vie et ma mère, ça l'a beaucoup étonnée quand je me suis lancée à fond dans la tech parce qu'elle m'a toujours vu plutôt faire artiste ou quelque chose comme ça. Mais j'y trouve exactement ça, la capacité à partir de strictement rien ou des moyens très limités, pouvoir créer des choses absolument formidables. Donc ça qui m'y passionne énormément. Et ce que j'aimerais pas voir évoluer, c'est l'amour et l'IA. En particulier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à développer des relations parasociales avec les intelligences artificielles. Ouais. Et je pense que c'est un vrai danger pour les générations à venir, qu'il faut prévenir, parce que je pense qu'on n'est pas conscient de l'ampleur du danger que ça peut représenter. Ça me rappelle un épisode de Black Mirror où, voilà, exactement. Malheureusement, voilà. il se passe beaucoup trop de choses. Exactement. Je savais pas que c'était concrétisé un petit peu déjà. Il y a eu un premier mariage, il me semble d'ailleurs. Je crois que c'était en Hollande, un couple avec une IA, et c'est de plus en plus commun. Malheureusement, les deepfakes aussi, qui rendent la notion de consentement de plus en plus floue, optionnelle. Donc ça me fait très très peur pour la suite. Ouais, je comprends tout à fait.
Merci en tout cas pour cette mini présentation du coup à travers ces différentes réponses. Et justement, à travers tout ça et même par rapport au contenu que tu peux faire sur Internet, on a relevé différents sujets pour parler avec toi, justement pour voir un petit peu ça. Et donc dans une petite séquence, on a appelé ça Parlons peu, parlons tech. Du coup, on va te poser différentes questions. Et je vais commencer avec la première. Comment tu décrirais du coup, pour une personne qui ne code pas, typiquement Léa qui est en face de toi, la différence entre un front et un back? C'est assez simple au final à comprendre, c'est que le front-end, c'est ce que tu vois en tant qu'utilisateur, et le back-end, c'est tout ce qui se passe derrière pour que les actions soient possibles. Voilà. Simple et efficace. C'était hyper clair. Et toi, tu fais les deux du coup dans ton Moi, métier? je fais les deux et je fais encore plus. Et je fais tout ce qu'il y a à faire pour montrer à nos clients ce qui est intéressant. Je touche à de la robotique, de la domotique, à de l'embarquer. Enfin, c'est super fun parce que c'est aussi varié, quoi. Ouais, c'est ça, tu fais vraiment, tu peux toucher à tout et vraiment. C'est ça. Comme La tu limite, dis. c'est la créativité et les idées qui viennent. Et c'est ça que je trouve juste génial dans ce métier. Trop bien. Et pareil, petite question lexique. Le système embarqué, c'est tout ce qui est robotique ou c'est plus large? En fait, ça peut se résumer à vraiment le concept de tout ce qui est ordinateur ou intelligence embarquée sur un appareil physique. Ok. Ça s'arrête là. En soi, on pourrait même parler d'un ordinateur comme aussi un appareil embarqué. Oui. Maintenant, dans le comment parler, c'est pas forcément de ça qu'on va parler. On va parler de drones, même de GPS sur une voiture ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est en général dans le mot, dans la tech. Trop intéressant. Deuxième petite question. Est-ce que le langage JavaScript, il mérite vraiment sa couronne ou c'est juste parce que c'est partout? Il mérite sa couronne parce qu'effectivement, il est partout. Donc, j'ai envie de dire, c'est un standard d'industrie, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas le langage le plus utilisé. Il me semble que le plus utilisé, c'est le Python. Oui. D'autant plus ces dernières 2-3 ans avec l'IA, vu que c'est le langage qui est le plus utilisé aujourd'hui pour coder soit des modèles de machine learning ou de deep learning ou pour travailler avec. Suivi de très près par le Rust, par plein d'autres langages qui commencent à prendre en popularité, mais le Python est le plus populaire et qui mérite aussi ses fleurs. JavaScript, j'utilise moins, il me plaît moins, mais écoute, il est là et on va pas s'en débarrasser de sitôt. Et après, justement, aussi, on a pu voir un petit peu sur les réseaux, ou même ce que tu avais pu faire avant, tu étais aussi en freelance. Et justement, est-ce que avoir été, ou je sais pas si tu l'es encore Non. Non, voilà, on est d'accord. Donc, tu t'es passé par là. Est-ce que du coup, c'est plutôt, être en freelance en tech, en tout cas, est-ce que c'est de la liberté ou est-ce que c'est difficile d'avoir des missions Je pense que ça dépend toujours à quel profil on le demande. Moi, en l'occurrence, j'ai été freelance pendant plusieurs années, surtout pendant mes études, pour pouvoir financer mes études principalement. Ouais. Donc pour moi, c'était un parfait moyen de pouvoir gagner de l'argent tout en appliquant quand même les notions que j'apprenais en cours et en dehors. J'ai beaucoup, beaucoup appris grâce à ça. Maintenant, c'était un marché qui était très différent. C'était pendant le Covid, etc. Oui. Donc, c'était vachement plus simple, je dirais, qu'aujourd'hui de trouver des missions, surtout comme junior, voire très, très junior, vu que je n'étais pas diplômée. Maintenant, quand on demande, moi, quand je parle avec des profils qui sont plus seniors ou qui ont leur bon gros bagage derrière eux, ils vont tous me dire, voilà, le freelance, c'est la liberté. Ça peut venir avec ses sources d'angoisse et ses contraintes, mais si on arrive à bien les gérer, en tout cas, c'est sûr que c'est un chemin que beaucoup choisissent. Moi, aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je recherche, mais c'est aussi une question de personnalité avant tout, quoi. Ok, en tout cas, c'est très clair. Et comment tu trouvais tes missions ? Alors franchement, j'ai utilisé des méthodes mais tellement farfelues. En fait, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu un conseil d'un camarade de classe qui peut-être se reconnaîtra, qui m'a dit écoute, faut que tu cibles une niche, mais alors niche, tu vois. Du genre, t'appelles toutes les pharmacies de ton quartier, tu fais des sites web pour des pharmacies, tu vois. Ouais. Et du coup, t'as plein d'exemples d'autres pharmacies dont t'as fait les sites et du coup, tout le monde se sent direct adressé. Et en fait, c'était super con, mais ça a trop bien marché comme conseil. Donc, j'ai allé voir les coiffeurs, les prothésistes angulaires, enfin tous les gens que je fréquentais régulièrement déjà, et j'ai essayé de compléter leur business avec mes prestations, au début avec un prix évidemment assez cassé, et après tout doucement, plus on a un portfolio, plus je trouve un peu bouche à oreille aussi. C'est un peu les premières missions qui sont les plus difficiles à avoir. Mais pour avoir un exemple, je sais pas si ça se fait, mais par exemple je sais qu'en en physique, là où c'est plus mon secteur, parfois quand on va, c'est pas exactement du freelance, mais parfois quand on veut être impliqué sur un projet de recherche, on fait des faux projets
Ouais. Ah bah tout à fait. Donc, Ah ok. oui, j'ai inventé des clients. Pour le coup, là, j'ai fait au tout départ, je me suis fait un full portfolio. Ou même ce que je faisais aussi, ce que je conseille souvent aussi à mes abonnés, c'est de faire des répliques de sites web, juste de s'entraîner à voir comment ça fonctionne, comment on peut exactement, le faire, etc. explorer les limites aussi, parce que souvent ça paraît très simple. Et après, plus ça va, plus on rentre dedans, plus on se rend compte des complications. Donc dans tous les cas, c'est top pour apprendre. Mais ouais, ça pour le coup, des faux clients, j'en ai inventé à fond. Trop bien, on adore. Quand on a préparé le podcast avec Pauline, on a eu un petit fou rire parce que je savais pas trop le nom exact de ce truc. Je peux peut-être te dire comment je l'ai décrit à Pauline et on va voir si t'arrives à le deviner. Okay. Est-ce que tu peux m'expliquer, je lui ai exactement posé comme ça, le truc qui permet de stocker du code et qui ressemble à un petit diable? GitHub. Oui. En vrai, c'est faire. Franchement, techniquement, il me semble que c'est un chat avec des tentacules. Oui, alors, c'est plutôt une pieuvre. Une pieuvre, mais spécifiquement des oreilles de chat quand même, faut préciser. C'est ça, exactement. Il y a sûrement une backstory très sombre derrière. Donc, c'est la question de comment ça marche ou de à quoi ça sert? Comment ça marche? Comment tu l'expliquerais? Est-ce que c'est essentiel aussi? Alors c'est essentiel, ça c'est 100% essentiel et je pense que c'est une compétence qui n'est pas assez apprise à l'école ou du moins apprise par les étudiants parce que pour le coup, alors j'entends qu'on n'en voit pas vraiment l'utilité avant d'arriver en entreprise et avant de travailler avec des équipes, mais avoir des bonnes bases, ça reste quand même important et s'y forcer avant d'arriver en entreprise, ça vaut le coup parce que c'est tout simplement l'outil qui nous permet de, quand on travaille à plusieurs sur un projet, de pas se marcher dessus. Donc typiquement, on travaille ensemble sur un Google Doc. Moi, je peux voir ta petite vignette avec ton nom, Léa, qui écrit des trucs. Donc je sais que je saute une ligne et j'écris en dessous pour pas effacer ton travail. Sur le code, on n'a pas forcément ce genre de visibilité. Donc c'est un outil qui permet de ne pas écrire les uns sur les autres, supprimer ton avancée à toi, ou alors écrire des choses qui sont pas cohérentes entre elles. Donc c'est un outil qui est absolument essentiel et qui a été inventé à l'époque par Linus Torvald, qui justement a rencontré lui-même ce problème et l'a résolu en codant quelque chose qui a jusqu'à aujourd'hui absolument transformé l'industrie. Donc c'est ce genre d'invention un peu fait pour résoudre un souci personnel qui au final devient juste révolutionnaire. Donc c'est aussi très inspirant comme histoire. C'est trop intéressant. En plus, fun fact, aujourd'hui, c'est la première fois que je vois un chercheur de mon labo qui, à la fin de sa présentation, dit « Bah voilà, mon GitHub ». Mais en physique, pourtant, ça se fait beaucoup, non? Il n'y a pas... Alors là, pour le coup, c'est moi qui rentre dans le territoire inconnu, mais je sais que j'utilisais R, enfin des trucs de statistiques, des trucs de visualisation, enfin on utilise un peu de code quand même aussi en physique, selon le... En modélisation... aussi, mais je pense que j'ai peut-être dû voir passer. Et en fait, comme on m'a jamais expliqué ce que c'était, bien sûr. Bah, je voyais un petit icône bizarre. J'étais bon, un petit chat qui ressemble un peu à un diable. Laissons passer, quoi. Mais ouais. Non, je trouve ça trop... Enfin, est-ce que ça a un peu un lien avec le fait de la volonté de l'open source aussi? Totalement. En fait, c'est sur des plateformes comme GitHub que sont nés énormément de projets open source, tout simplement parce que c'est la collaboration collective. En fait, c'est une plateforme qui permet de, partout dans le monde, pouvoir récupérer un projet, travailler dessus, apporter un petit peu sa brique à l'édifice, pouvoir apporter des corrections, soulever des problèmes. Et moi-même, c'est un des exercices pareils que je conseille tout le temps à ma communauté, c'est trouve le moindre projet open source, même un truc tout bête, et tu contribues, même si c'est juste changer de couleur. Mais parce que l'exercice, tu vas apprendre en fait. C'est ça. Tu vois le code des autres, tu dois respecter certaines guidelines en général qui sont données par les créateurs. Il y a cette rigueur que tu apprends aussi en faisant ça et c'est hyper précieux. Je trouve que ça doit être aussi hyper gratifiant de faire participer d'un projet. Même comme tu dis, de changer juste la couleur, mais tu participes à un projet qui est de grande envergure et... Alors ça peut être frustrant aussi, parce que les devs, des fois, on a un peu d'ego. Donc, j'ai eu des belles disputes en discussion GitHub sur le projet open source. Mais non, effectivement, c'est très, très formateur. Et c'est aussi beau de se dire qu'on est une centaine de personnes partout dans le monde qui ne se connaissent pas et qui ont contribué à ce truc génial, utilisé par plein de gens. Enfin, c'est magique, quoi. C'est très, très beau. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette discussion... un peu introductive sur la tech et on va passer à notre corps de ce qu'on voulait vraiment discuter avec toi. C'est le rôle de grande sœur de la tech que tu t'es engagée à jouer. Et ouais, ça nous tenait vraiment à cœur, justement parce que tu cherches à démystifier un peu la tech, aussi en étant une femme. Et pour un peu démystifier les métiers des nouvelles technologies, et aussi ouvrir la voie à de nouvelles jeunes femmes.
Personnellement, j'ai été élevée par ma maman avec le deuxième sexe de Beauvoir. Du coup, je voulais commencer par te remercier pour tout ce que tu fais pour les femmes. Et on a vraiment besoin de rôle modèles dans des domaines qui sont encore très masculins comme la tech. Et je trouve que tu le fais très bien. Donc c'est pour ça qu'on est aussi très contente de te retrouver avec Pauline. Je pense cependant que ça te demande du courage de t'engager en montrant ton quotidien et aussi en montrant une partie que tu aurais pu choisir aussi de garder pour toi toute seule. Et la question c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée sur les réseaux pour cette quête de démocratisation des métiers des nouvelles technologies ? Alors, un point qui est super important, c'est que je n'ai pas commencé nécessairement à partager du contenu sur Internet dans le but d'atteindre un grand public ou d'avoir un impact très très large. En fait, ça a commencé tout bêtement parce que j'avais organisé quand j'étais en deuxième année d'école d'ingénieur, donc ça monte un petit peu du coup maintenant, mais j'avais organisé la première édition de la journée des droits de la femme à mon école en faisant une vraie journée des droits de la femme. No offense à mon école, mais c'était à l'époque des roses, des chocolats et des petits mots. Et moi qui n'avais pas forcément grandi avec ça m'avait beaucoup surpris en fait, ça m'avait beaucoup étonnée parce que je me suis dit surtout la tech, je me retrouve dans les 10 dans une classe, c'est peut-être qu'il y a un sujet et la journée est peut-être la meilleure pour le mettre en avant. Donc j'ai invité des alumni de mon école à ce moment-là, des professeurs, enfin toutes les femmes que j'ai pu trouver à discuter sur un panel dans un amphi devant les élèves qui, pareil, n'avaient pas vu beaucoup de femmes professeurs à ce moment-là dans l'amphi. Donc tout d'un coup, en avoir 5, c'était genre trop cool. Et suite à ça, j'ai ressenti juste l'envie de partager mon parcours, à explorer les communautés de dev qu'il y avait à Paris, à documenter mon apprentissage aussi du code, le freelance au début, etc. Parce que pareil, en fait, je me suis pas rendu compte qu'il y avait un problème avant que j'essaye vraiment de me lancer sérieusement dedans et où j'ai senti qu'on me décourageait, on me faisait des petites remarques, etc. Et où en fait, je me disais, mais pourquoi d'où est-ce que ça sort ? Ça n'a aucun sens. Enfin, je suis désolée de tous les métiers qui existent. Être un métier où on est derrière un écran à taper, c'est probablement celui qui est le moins genrable possible, quoi. Tu vois, enfin, et les enfants de 12 ans qui le font, comme les personnes de plus de 80. Enfin, tu vois, c'est absolument tout le monde peut faire ce métier-là. Donc, j'ai pas trop compris d'où est-ce que ça pouvait venir. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos aussi juste pour parler de mon parcours et donner envie. Et peut-être donner du courage à une qui a peut-être, comme je dis toujours, un chapitre, où je suis un chapitre en avance par rapport à elle, qui puisse regarder ça et se dire, ok, je suis pas toute seule, on y va. Et plus j'ai avancé dans mon parcours, dans ma majeure, moins on était nombreuses. Donc c'est sûr que finalement, ça m'a aussi servi à moi de trouver d'autres filles et de me dire, ok, je suis pas toute seule. À travers cette communauté-là, j'ai pu trouver des copines. Et aussi avec le temps, c'était pas forcément juste une question de femmes dans la tech, c'est aussi un sujet juste qui me passionne. Et le fait de pouvoir en parler à ma manière, qui me plaise, en mode gossip ou en mode entre nous, tu vois. C'est aussi ça qui me plaisait parce que c'est un milieu qui me passionne vraiment, vraiment, vraiment. Et je sais que ça peut changer vraiment des vies parce que je l'ai vu. Et au-delà du fait d'être une femme ou une minorité tout court, intersectionnelle, il y a plein de trucs à empiler, il y a aussi le côté des chances que ça peut ouvrir pour des personnes qui viennent de milieux plus défavorisés, pour que ce soit des garçons ou des filles d'ailleurs. Apprendre, et aujourd'hui plus que jamais, apprendre à comprendre la tech, comprendre ce qui se dit sur la tech et l'importance que ça a aujourd'hui dans une société, c'est absolument essentiel, tout comme ça l'est d'être financièrement responsable, etc. Enfin, aujourd'hui, plus que jamais, on voit à quel point c'est interconnecté, la tech et les décisions gouvernementales, donc on ne peut plus l'ignorer. Par rapport à ce que tu as dit, je me reconnais vraiment parce que j'ai également fait une école d'ingénieur. Et justement, comme tu l'as dit, dans ce côté qui est très masculin encore aujourd'hui, si tu avais du coup des conseils à donner à des jeunes femmes, comme tu l'as dit, qui peuvent te suivre ou qui ne sont pas forcément au courant de qu'est-ce qu'on peut faire, quels seraient du coup tes conseils que tu pourrais leur donner ? Honnêtement, le conseil qu'on m'avait donné à ce moment-là et qui m'a aussi le plus aidé, c'est de ne pas avoir peur de juste y aller. Prendre de la place, aller aux événements, rencontrer des gens, poser des questions, déjà parce que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Donc du coup, non mais c'est naturel, c'est humain. Donc moi j'ai énormément appris en allant juste à des meet-up. Enfin moi mon tout premier meet-up, tu vas connaître, c'était sur de la communauté Tupper Vim, donc des passionnés de Vim, qui est un éditeur de texte pour du code, mais qui est très ancien et pas forcément beaucoup utilisé aujourd'hui. Donc c'est extrêmement niche. Donc j'y suis allée, je me suis retrouvée dans un groupe de genre 5 quarantenaires, et moi qui n'avais jamais touché mes masses idées de ma
ma vie. Et au final, ils ont été extrêmement accueillants. Ils ont adoré pouvoir m'expliquer, m'introduire à leur passion. Et de manière générale, les gens passionnés, ils sont rarement méchants, quoi. Ils adorent partager. Et c'est comme ça que j'ai le plus appris, c'est comme ça que j'ai les opportunités. Donc, faut pas vraiment attendre qu'on te tende la main, quoi. Le but, c'est, il faut y aller, il faut se faire une place. Et si t'es la première, bah, t'es la première. Et puis, basta, quoi. Il y en aura d'autres après toi. Je trouve que c'est... Enfin, on t'a un peu stalké avant l'épisode pour préparer les questions. Non, je trouve que ça fait résonance ce que tu dis... et que c'est impactant de dire il faut prendre de la place. Et je sais pas, mais ça me fait penser un peu, par exemple, avec l'assertivité des mails, ou la façon dont on doit agir et interagir avec les autres, parce que là, pour le coup, ça peut se retrouver dans un problème genré, mais aussi, par exemple, pour des personnes qui sont juste très timides. Bien sûr. Donc ouais, je trouve que c'est super intéressant. Oui, puis aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais même tout ce qui est handicap, c'est un sujet qui m'a beaucoup aussi occupé pendant les dernières années. Ça, je dis, on parle des femmes dans la tech, mais moi, c'est vraiment, mon combat est plutôt sur la diversité dans la tech. C'est dire que comme on crée des technologies qui sont censées parler à tout le monde, il faut impliquer tout le monde dans la création, parce que sinon, on manque forcément quelque chose et quelqu'un. Et donc, rien que par rapport à ça, moi, je me rappelle, surtout dans les écoles d'ingé, surtout dans l'informatique, il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps qui sont invisibles. Et justement, par rapport à ça, on ne peut pas attendre le même niveau d'assertivité de tout le monde, la même capacité de prise de parole. Ça ne veut pas dire que les idées n'ont pas de la valeur ou n'ont pas d'importance dans un projet. Donc, c'est important de le cultiver, à mon sens, comme entreprise ou même comme collaborateur dans ce secteur. Trop bien. Donc justement, comme je t'ai dit, on t'a stalké. Dans un TikTok, tu dis l'informatique, ça mène à tout. Est-ce que tu en es toujours persuadée 100%. 100%. Et je vais te dire même pourquoi, parce qu'il y a 2 jours, j'étais à une soirée d'alumni de mon école. Et quand je vous dis qu'il n'y a aucun d'entre eux qui reste dans l'informatique, allez, un petit 10%. Mais en fait, l'informatique, aujourd'hui, on la trouve partout. Dans le milieu hospitalier, dans la pharma, dans les grandes distributions, dans absolument tout. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je faisais un partenariat avec une entreprise qui fait la promotion du coup des emplois dans la grande distribution et qui travaille avec moi parce que justement, c'est un milieu qui recrute énormément en data. Enfin, c'est des millions et des millions de bons de commande tous les jours. Et ça doit être géré quelque part par quelqu'un. Donc la tech, on la retrouve partout, on la retrouve dans l'art aussi. Pareil, aux Beaux-Arts, ils ont même une section entière sur le numérique et l'art numérique. Donc c'est des choses qui... Aujourd'hui, la technologie est absolument omniprésente dans la politique maintenant aussi. Enfin, il y a 1000 manières de pouvoir l'appliquer. Et du coup, c'est pour ça que je suis persuadée que l'informatique mène à tout. Et si on a même plusieurs passions annexes, l'informatique est pour moi le meilleur moyen de les rassembler et de s'exprimer. Léa l'a dit, on a du coup regardé ce que tu as pu dire sur les réseaux. Et dans un TikTok ou autre, tu disais un jour tu pensais ne pas avoir le bac, mais aujourd'hui, par exemple, tu te retrouves ambassadrice Vivatech. Donc déjà, premier point, nous racontes tu nous racontes ça. Et après, j'ai quelques petites questions après. Donc, comment t'es arrivée justement à devenir ambassadrice et quel est un petit peu le chemin Dans quel ordre, du coup ? Est-ce que je suis dans l'ordre chronologique ou antichronologique ? Parce que Vivatech, c'est le plus récent. Comme tu veux, soit l'un, soit l'autre. Voilà, Vivatech, rapidement, effectivement, j'ai l'énorme chance de pouvoir être ambassadrice Vivatech cette année. Et ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait très, très, très plaisir de pouvoir avoir cette opportunité-là aussi parce que c'est une vraie prise de position de Vivatech, de pouvoir engager pour la première fois réellement des influenceurs et des créateurs de contenu tech à cet événement. En général, c'est plus des médias traditionnels ou même des médias indépendants, mais pas forcément notre format. Donc ça m'a fait très plaisir. J'ai pu rencontrer énormément de gens, énormément d'entrepreneurs, énormément d'abonnés aussi. Donc c'était pour moi hyper motivant et d'autres créatrices de contenu aussi. Donc ça fait très 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 plaisir et j'espère pouvoir y être aussi l'année prochaine parce que c'est, encore une fois, je l'ai vu parmi les jeunes qui sont venus et les abonnés à moi, c'est l'occasion aussi pour eux de se faire du réseau. C'est important de le montrer. De leur montrer qu'ils ont leur place, que tout le monde, encore plus à Vivatech, sont très contents de parler de leurs produits, de leurs projets, etc. Donc on y apprend beaucoup. Et je sais que moi, pendant mes études, pareil, on est un peu intimidé d'y aller, on ne sait pas trop est-ce qu'on a notre place ou pas. Et on s'en fiche. Souvent, on se dit, oui, est-ce que j'aurai un stage ? Est-ce que... On va rarement avoir des opportunités qui sont signées à la sortie d'un salon comme ça. Mais par contre, on crée des relations, on crée des amitiés, et ces amitiés qui servent...
qui servent, qui déjà nous apportent beaucoup, mais qui peuvent toujours servir. Et ça, cette capacité-là à créer du réseau, pour moi, c'est ce qui est différenciateur aussi dans les opportunités pour les femmes et les minorités de tout genre dans ce milieu. Toi qui es passé par là, qu'est-ce que tu dirais par exemple à toi d'il y a 15 ans, si tu te retrouves en face d'elle? Moi, il y a 15 ans, comme je disais, du coup, je pensais pas avoir le bac. Donc j'avoue, moi, il y a 15 ans, j'étais pas du tout dans ce mindset-là. Faut savoir que j'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Donc du coup, j'étais beaucoup plus concentrée sur d'autres choses. Et justement, je faisais de la préparation de mon bac en candidat libre à côté de mon travail. Donc ça me prenait beaucoup de temps. J'étais assez seule à ce moment-là aussi parce qu'on n'est pas beaucoup à vivre cette situation, ou du moins on se retrouvait avec d'autres dans cette situation-là, mais c'était des situations toujours assez particulières. Donc j'ai beaucoup grandi très vite à ce moment-là, et me retrouver de nouveau en salle de classe à l'Effray, ça a été un peu un choc. 3 ans plus tard, 3 ans sans ça, c'était très très bizarre. Maintenant, ce que je lui dirais, c'est de ne pas lâcher et de toujours continuer à donner du sien, à être gentille. Je pense, il y a cette fausse idée, je pense qu'il faut s'endurcir absolument pour tout le temps paraître crédible, paraître sérieuse. Pas montrer ses faiblesses. Exactement. Mais moi, en tout cas pour l'instant, j'ai toujours essayé de m'ouvrir aux autres et d'apprendre des autres et d'être souriante et d'être généreuse. Et ça ne m'a pour l'instant pas trop fait défaut. Touche du bois pour la suite. Mais je pense que on est dans une génération aussi que je chéris beaucoup, où la bienveillance devient de plus en plus acceptée comme une nécessité pour bien vivre ensemble. Et on ne juge plus le statut sur à quel point on a l'air sérieux, etc. Donc voilà, ça, je lui dirais de continuer. Et je lui dirais aussi de viser plus haut, toujours. Je pense que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je m'en donnais les moyens. Alors heureusement, j'ai adopté la technique de faire semblant jusqu'à ce que ça marche, mais je pense qu'il y avait de quoi ne pas avoir à faire semblant. Je pense que viser plus haut, essayer ce qui fait peur, essayer ce qui paraît difficile, et dans le doute, ça marche pas, et puis c'est pas grave, quoi. C'est vrai, mais en tout cas, c'est super inspirant ce que tu dis, et je pense que justement, on peut se retrouver dans tout ton discours. Et justement, comme tu exposes un petit peu sur les réseaux, tu dois inspirer beaucoup de personnes. Mais du coup, toi, qui t'a inspiré pour faire un petit peu tout ça? Alors, il y a énormément de personnes, et chaque personne, je vais dire, a un moment différent de ma vie. Donc, je vais citer personne pour pas qu'on travaille tout ce soir. Mais j'ai toujours eu la chance de tomber au moment où, à chaque fois, j'étais au bout de ma vie. J'avais toujours quelqu'un qui était là pour soit m'inspirer, soit même parfois même sans le savoir. Honnêtement, j'ai participé des fois à des conférences où juste, je me suis dit, mais cette meuf, elle a l'air incroyable. Et ça me donne juste trop envie de continuer d'apprendre à faire ce qu'elle fait. Voir des contenus en ligne, un petit peu comme les gens qui me suivent moi. Enfin, toujours à un moment donné, il y a eu quelqu'un, des femmes comme des hommes d'ailleurs, qui ont aussi cru en moi et qui m'ont donné des opportunités, comme là, ça a été Vivatech, mais je veux dire, j'ai rencontré même là-bas des gens juste hyper inspirants. Donc voilà. Et je cherche toujours à trouver des gens qui m'inspirent, parce que c'est super important à mon sens de toujours trouver des gens qui nous challengent mentalement, qui nous font sentir un peu stupides des fois. mais c'est ce qui nous fait évoluer, et c'est ce qui me donne aussi moi ma feuille de route pour savoir qui je veux devenir plus tard. Tu parles de bienveillance et je trouve que tu as réussi à entretenir un climat de sororité dans tes commentaires quand on regarde à l'échelle de ta communauté. Les réseaux aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est aussi souvent du négatif, que ce soit par exemple parce que ça peut générer des complexes, on peut aussi se perdre dans un algorithme qui ne nous répond pas forcément. Est-ce que tu as des conseils pour trier nos algorithmes ou trier les personnes qu'on suit, ou peut-être que tu as des recommandations même de personnes dans la tech ou même qui sont axées développement personnel, justement pour sortir un peu de cette frustration parfois avec des... C'est vrai, on peut le dire, des influenceurs qui vont poster en quantité sans forcément essayer de regarder vraiment la qualité. Alors déjà, juste pour défendre ces créateurs, c'est vrai que, et j'en parlais il n'y a pas plus tard qu'hier avec une créatrice de contenu tech aussi que je suis, avec qui on travaille beaucoup, donc ça résonne beaucoup avec notre activité. C'est vrai que, en fait, il faut savoir que les algorithmes aussi sont très piégeux, qui encouragent pour beaucoup des plateformes à poster un maximum possible, quelle que soit la qualité,
plus c'est authentique, plus ça fait parler, plus c'est problématique, plus ça marche. Donc c'est vrai que je peux comprendre l'attrait du gain. Moi j'ai la chance, entre guillemets, le privilège d'avoir une activité principale et d'avoir ça comme, j'ai pas envie de dire truc à côté, parce que j'ai investi quand même beaucoup de mon énergie, de mon temps, mais comme, voilà, j'essaye de vraiment rester au plus authentique et proche de moi-même en me disant, si je me couche ce soir, est-ce que je suis quand même fière de ce que j'ai fait, et est-ce que j'ai publié en ligne ? Et si demain doit s'arrêter, tout s'arrêtera et je continuerai en vrai, et c'est pas un problème. Donc ça, c'est une première partie de réponse. Après, moi, honnêtement, et peut-être c'est contre-intuitif, mais je suis d'avis de sortir dehors et de lire un livre. Je publie clairement plus que ce que je consomme les réseaux sociaux. Ça, c'est clairement my bad. Je réponds, j'essaye toujours, je fais des appels avec mes abonnés, etc. Et j'essaie de répondre par mail, etc. Mais à part ça, tout ce qui est communication directe, j'en fais quasiment pas du tout. Je réponds aux commentaires toujours parce que ça me fait très, très, très plaisir de les recevoir. Mais c'est important pour moi de vraiment garder cette énorme distinction entre ce qui est en ligne et ce qui est réel. Et pour ce qui est des contenus, franchement, tout ce qui me fait comme dans la vraie vie, ce qui me fait sentir pas bien, j'enlève. Donc s'il faut bloquer, comment on fait, pas bloquer, masquer, voilà, bloquer, masquer, enlever, je suis pas intéressée, etc. Je le fais. Que ce soit quelqu'un qui me fait complexer, quelqu'un qui me paraît beaucoup trop bien et en fait je jalouse ou quoi, j'enlève tout ça parce que c'est pas productif, parce que c'est pas la vraie vie, je le sais moi-même, parce que voilà, je publie aussi quand je suis au bout de ma vie et pourtant ça se voit pas. Donc ça c'est mon conseil, mais surtout de créer plus qu'on consomme. Ça c'est toujours mon conseil, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit artistique ou écrit dans un journal ou peu importe, toujours créer plus qu'on consomme parce que ça nous consume. Très belle phrase. Très beau. Et est-ce que tu as des créateurs ou créatrices tech que toi, tu suis personnellement ? Attends, faut que je sorte mon téléphone pour ça. Alors, j'ai déjà mon amie que j'ai vue hier, Elalami Rouloud, qui est data scientist chez Spotify et qui fait des vidéos absolument géniales sur son quotidien déjà comme data scientist à Spotify, mais aussi sur sa vie comme, on va dire, j'ai pas envie de dire digital nomade pour l'instant parce qu'elle n'est pas encore assez déménagée, mais comme quelqu'un qui un peu vit cette vie de personne dans la tech, qui profite un petit peu de cette flexibilité qu'on peut avoir et qui peut donner envie pour ce métier. Ensuite, Wonder Woman aussi, alors qui n'est pas nécessairement dans la tech spécifiquement, mais par contre que je conseille beaucoup pour les maths, déjà parce que les maths sont une partie essentielle dans l'informatique. Et elle fait du contenu qui est très pédagogique et qui donne vraiment envie, pareil, de s'y remettre. En tout cas, moi, c'est ma résolution qu'elle m'a donnée. Ensuite, Femme de Tech également, Rim, qui est une créatrice tech également, qui fait vachement plus aussi du contenu pédagogique, de tutoriels, enfin vraiment qui rentre un peu dans le détail des bonnes pratiques de code, un peu avec des petites touches d'humour aussi. Donc voilà, ça c'est les créatrices de contenu principales. Faut savoir que du coup, des créatrices de contenu tech tout court, on n'est pas beaucoup en France aussi. À la base, il faut savoir que quand j'ai commencé contenu, c'était vraiment moi qui me maquillais et qui parlais tech, et je pensais que ça allait être tellement niche que ça allait pas aller à personne. Donc franchement, je ne pensais pas du tout que ça allait plaire, parce que je me suis dit, mais c'est tellement... il y a tellement pas, ou j'en ai pas beaucoup vu. Aux États-Unis, il y a déjà davantage, mais en France, pas du tout. Donc c'est un plaisir de rencontrer ces femmes, et j'ai appris beaucoup d'elles aussi. Donc on se soutient pas mal aussi entre créatrices de contenu. Ça fait justement une bonne transition avec la suite, parce qu'on a parlé aussi un petit peu de développement personnel. Dans le podcast avec Léa, on souhaite interroger sur des thématiques, mais aussi mettre en avant du coup le quotidien des personnes dans la tech. Et comme on l'a dit, du coup, par rapport au développement personnel, on voulait te poser quelques questions par rapport à ça. Question bête mais réelle que je pense que tout le monde se pose. Comment tu fais du coup pour maintenir un équilibre de vie personnelle et de vie professionnelle ? Qui a dit que je maintenais un équilibre ? Non, pour le coup, déjà, ce que je viens de dire tout à l'heure, de créer plus que je consomme, c'est important parce que j'essaie vraiment au possible de limiter mon temps de téléphone déjà de base. Alors ça peut être compliqué parce que du coup je suis pas beaucoup sur mon téléphone, ou du moins pas beaucoup sur mon téléphone pour répondre instantanément. J'essaie de pas me rendre disponible instantanément déjà, intentionnellement, parce qu'à l'époque de nos grands-parents on devait s'appeler, enfin, même tout court quand on était petite en fait, on s'appelait au téléphone avec notre annuaire et tout pour se joindre une fois par jour, et ça suffisait. Donc il y avait pas ce côté de s'envoyer des messages tout le temps. Et j'essaie de vraiment investir dans le temps de qualité avec mon cercle proche, de vraiment essayer de, quand on se voit à ce moment-là, les téléphones ils sont sur la table et on profite vraiment, surtout qu'il y en a pas mal qui voyagent, qui vivent un peu partout dans le monde, donc quand on a l'occasion de se voir, on en profite réellement, et ils sont du coup toujours très très proches. Et je prends du temps pour moi comme si c'était un job. Ça veut dire le matin, quand je me dis je vais à la salle pendant 1 heure, je vais à la salle pendant 1 heure. Et c'est un temps qui est bloqué dans mon agenda comme si c'était un rendez-vous avec mon manager. Parce que si je me respecte pas moi autant que je respecte mon manager, il y a un petit souci, tu vois. Donc c'est très important pour moi de prendre ces temps-là.
Donc le sport le matin, ma skincare avant de dormir, les 30 minutes de lecture, etc. Et en fait, au final, mon dimanche sans téléphone, où je sors dans la nature. Et ça, au final, ça me permet de maintenir, mine de rien, un équilibre parce qu'on a quand même... On me demande souvent comment je fais pour gérer mon temps, mais au final, on a, je pense, beaucoup de temps. On a juste l'illusion d'en manquer parce que justement, on est rempli de distractions tout le temps. Je pense que si on passe une journée entière sans téléphone, déjà, ça passe bien plus lentement que ce qu'on a l'impression. Donc, j'essaie de vraiment organiser mes journées et de prévoir du temps, que ce soit pour moi ou pour mes proches, de manière très intentionnelle. Et petite question tech, du coup, qui est liée au développement personnel. Est-ce que justement, tu as des outils pour concilier passion et ambition ? Notion. Yes, la base. Notion, la base. Franchement, j'utilise Obsidian aussi pendant longtemps, mais Notion, pour moi, c'est un très, très, très bon début. Mon application de notes aussi sur mon téléphone, c'est ma bible. Alors, mes collègues se moquent de moi pour ça, parce que je fais des listes pour absolument tout. Mais j'ai ma to-do list de la semaine, to-do list de la journée, to-do list du mois. Je trace tout pour que j'ai le moins possible à garder dans ma tête, parce que sinon, encore une fois, ça ajoute au stress. Donc ça, c'est très important, de se fixer des objectifs clairs et chiffrés, comme en entreprise, quoi. Mais j'ai vraiment mes objectifs au mois que j'ai envie d'atteindre, et ça les rend, du coup, quand on découpe ces objectifs en actions concrètes, ça les rend atteignables, quoi, parce qu'on se dit, il suffit que je fasse ça, ça, ça et ça. Et puis, un conseil que je donne aussi à mes abonnés, c'est de se focus sur l'input, on parlait tech, input plutôt que l'output. Par exemple, plutôt que d'avoir pour objectif, je sais pas, atteindre 10 000 abonnés sur Instagram, je vais me dire, je vais m'engager à publier une vidéo par jour. Oui. Donc au final, ce qui est demandé, l'effort demandé est peut-être le même, mais la manière dont je vais voir les choses, au final, je peux que me blâmer moi si je le fais pas. Ouais. Si j'atteins pas 10 000 abonnés, ça peut être dépendant de plein de choses, de facteurs qui sont hors de mon contrôle. Publier une fois par jour, c'est mon contrôle. Ouais. Donc ça s'applique dans le code, dans tous mes objectifs de vie, le sport, etc., la santé. Donc ça m'aide beaucoup. Donc l'organisation est le maître mot. Exactement. Mais bienveillante. Il ne Oui. faut pas se blâmer. Si on a un jour de repos, c'est important aussi. Tout à fait. Pas s'en vouloir. On a déjà beaucoup, beaucoup sur les épaules dans une génération. C'est vrai. C'est vrai. On a fait un peu d'osint avec Pauline. Je suis trop fière de ce muro. Je l'ai appris au dernier épisode de podcast sur la cybersécurité. Merci Hugo si tu passes par là. Dans ton premier TikTok, en tout cas, Disponible. oui, disponible. Publié Oh en my God. 2023, Aïe, tu aïe. expliques avoir été une enfant très timide dans la cour de primaire avec ses livres, et tu expliques qu'un jour tu as décidé de décrire ta version idéale et que tu t'es promise d'agir comme elle au quotidien. Je trouve que c'est une super image. Et est-ce que ta version idéale aujourd'hui, donc 2 ans après, tu l'as atteinte ou alors même tu l'as dépassée, et ce que tu as obtenu c'était beaucoup plus que ce que tu pouvais espérer? Alors vraiment, pour le coup, pour précision, je racontais l'image que je me disais quand j'étais petite. Donc c'est un idéal que j'avais décrit quand j'étais petite, qui était une pop star internationale, qui était super, super sociable, super friendly, que tout le monde adore, très populaire, etc. Donc c'était des objectifs à ce moment-là, je pense, assez superficiels, ou du moins inspirés de pop culture ou de ce que j'avais l'impression qu'il me manquait. Alors, est-ce que je l'ai atteint ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que la petite Léa serait contente de voir où j'en suis aujourd'hui, je pense, j'espère. Mais je continue de faire cet exercice-là, quand même. Même si aujourd'hui, je pense que j'incarne un peu plus, comme je disais tout à l'heure, j'essaye de moins faire semblant. Je pense que j'essaie d'incarner un peu plus mes ambitions. Mais j'essaie quand même de me dire, tu vois, typiquement, je prends l'exemple de Vivatech, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois ? Oui. J'ai quand même eu ce moment pendant 2 secondes, en me disant, mais Ouais. je vois tous ces gens, je vois Hugo Décrypte, machin, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici, tu vois ? Et Micode surtout, non, il y avait Micode. Oui. Tu vois, Ouais, j'ai Micode. vu, j'ai assisté à la conférence. Oui, à la conférence avec ouais. Esterium. Esterium Micode. aussi. Je me dis, mais qu'est-ce que moi je fous dans la même salle média que ces gens-là, quoi, tu vois. Et en fait, j'essaie de mettre dans l'exercice, tu vois, de me dire, rentre dans cette pièce comme si t'avais ta place, tu vois. Mm. J'ai ma place, Tu as ta techniquement, tu vois. place, c'est ce que Mais j'allais dire. il faut, il y a une différence entre la voir physiquement et se dire, ouais, parce que c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, mais j'aime pas trop utiliser ce mot non plus. Mais on arrive souvent dans des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Est-ce qu'ils se sont tous trompés ? En fait, est-ce qu'ils ont tous pas compris qui je suis ? Et du coup, je suis là par hasard, etc. Mais il faut dire que quand bien même c'était le cas,
écoute, l'opportunité, elle est là, donc autant en faire le maximum et rentre avec la confiance de je suis là, j'appartiens à cet espace, je suis comme vous tous. Exactement. Et donc cet exercice, je le fais quand même toujours régulièrement, tu vois, de me rappeler que non, j'ai ma place dans ces discussions, mes idées valent le coup d'être entendues. Et on en revient aussi sur le fait de participer dans la vie d'entreprise aussi, parler en réunion, etc. Là, pareil, c'est important des fois de... Quitte à faire semblant 2 secondes, mais se dire non, ok, là je suis légitime et j'y crois parce que si moi j'y crois pas, personne d'autre va y croire pour moi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est valable aussi peut-être pour celles et ceux qui sont encore à l'école pour Tout poser à les fait. questions. Oui. Tout à fait. Pas avoir peur. Et ça, c'est le pire. Vraiment, alors il n'y a rien qui me rend plus triste. Et je vous le dis, je reçois des messages comme ça tous les jours d'étudiants, de lycéens ou de collégiens qui me disent moi, je suis trop nulle en code, je suis trop nulle en informatique, ou je suis trop nulle en maths, je ne vais pas y arriver. Je me dis, mais tu as 15 ans. Ouais, c'est ça. Tu as encore toute une vie pour apprendre les maths encore 3 fois, tu vois. Et vraiment, c'est pour le coup, le nombre de personnes qui ont repris leurs études à même 40 ans et qui ont appris une toute nouvelle discipline. Et le fait que tu aies autant de jeunes qui manquent de confiance en eux et qui se disent pas, je sais pas, je suis à l'école, à tout hasard peut-être pour apprendre des choses. Même si, encore une fois, je l'ai vécu moi-même en école d'ingé, t'as toujours les mecs qui ont l'air vachement plus sûrs d'eux que les autres, tu vois. Mais au final, s'ils étaient super forts, ils seraient déjà employés à la Silicon Valley, en fait. Enfin, qu'est-ce que tu fous ? Genre, tu serais déjà founder quelque part. Donc, si on est là, c'est qu'on a tous quelque chose à apprendre. Ouais. Ou alors, tu perds ton temps et c'est toi qui es bête, tu vois. Donc, profites-en. Les profs sont payés pour ça. Pose tes questions, quoi. Enfin, et ça, c'est vrai que c'est un blocage qui m'étonne et qui m'attriste. Parce que ça, pour le coup, je l'avais pas, quand même. Dans toute ma timidité, ça, je l'avais pas forcément. Je pense que c'est lié au fait que du coup les jeunes, en fait, peut-être que les jeunes se mettent beaucoup plus de pression, justement, de se dire, voilà, en fait, pour arriver à ce stade-là, du coup, il faut absolument ce niveau-là, mais effectivement, on a d'autant plus de chances d'y arriver parce qu'on va travailler dessus. Donc, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi faut se laisser le temps. Une pression de réussite tout court dans la manière dont sont éduqués les jeunes. Aussi en France, ça fait partie de notre culture d'excellence, d'élitisme académique, et où on voit moins ces chemins de en fait t'es pas obligé d'avoir fait toutes ces écoles et d'avoir fait tous ces diplômes pour réussir, quoi. Et au contraire, en fait, plus tu attends qu'un papier ou un facteur extérieur te donne cette légitimité, plus tu vas repousser en fait ton projet, et tu vas peut-être avoir tous ces diplômes et quand même pas te sentir légitime parce qu'il y a toujours des trucs en plus qu'on peut avoir. Donc moi j'ai vu des jeunes avec le bac en poche, même pas, créer leur appli, la mettre en ligne, voir ce que ça donne, et puis basta, quoi. Et puis au pire, ça se forme. Mais il faut plutôt, j'encourage cette mentalité-là, plutôt, de se dire, fonce, et puis tu verras, quoi. Si c'est compliqué, et tu feras ce qu'il faut pour combler. C'est ça, exactement. Et du coup, tout au long du podcast, on a beaucoup parlé de visualisation. Et justement, comme cet épisode est tourné le 1er juillet 2025... par rapport à ton vision board que tu avais de l'année, qu'est-ce qui s'est déjà réalisé ? Vivatech. Vivatech, c'était, depuis que j'ai commencé la création de contenu, c'était un de mes objectifs, parce que c'est l'événement tech qu'il faut pas louper. En Europe qu'il ne faut pas louper. Et donc ça a été fait bien plus tôt que ce que je pensais. Donc ça, j'en suis super contente. J'ai commencé à danse classique, j'ai recommencé à danse classique cette année. Donc ça, pareil, ça faisait partie de mon vision board. De reconnecter un peu avec mes hobbies de quand j'étais petite. Pareil, lire des livres. J'avais pour objectif de lire au moins 2 livres par mois. Et j'en suis maintenant à une moyenne de plutôt 3-4. Donc pareil, je suis très contente. Trop contente. Et niveau bien-être et santé aussi, de cuisiner, manger des plats cuisinés tous les jours. Chose que j'avais du mal à faire avant, parce que ça va aussi de pair avec la tech, souvent de se perdre dans le stress et les deadlines, et de laisser un peu la santé de côté. Et de faire du sport tous les jours, ça pareil, c'était dans mes objectifs et je suis contente de m'y être tenue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas mis forcément d'objectifs chiffrés sur les réseaux, etc. Mais par contre, un des objectifs que j'avais, c'était de pouvoir créer vraiment une communauté que je puisse voir en vrai et de voir l'impact que j'ai en faisant mes vidéos. Et ça, je l'ai vraiment vu à Vivatech, mais je le vois aussi de plus en plus avec le temps, et ça me réchauffe vraiment, vraiment, vraiment le cœur. Ça me touche beaucoup, donc voilà. Trop bien, en tout cas. Avant de conclure cet épisode, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, que tu voulais aborder ? Moi, je voulais savoir de vous, peut-être, qu'est-ce que vous pensez de, justement, comment est-ce que l'IA évolue aujourd'hui, que ce soit des produits, que ce soit l'industrie, les figures un peu emblématiques de la tech qui la représentent en ce moment, le lien avec les directrices gouvernementales qui sont en train de passer. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous ? Tu veux commencer, Léa, ou pas ? Peut-être comme je vais être beaucoup moins précise que toi. Moi, déjà, je trouve qu'on n'a pas été formés à
utiliser et à avoir accès à cette technologie. Tout a été beaucoup trop rapide, je trouve. Même sur la sensibilisation écologique, moi, ça me choque que certaines personnes utilisent... Et même sociale, ça me choque que des gens utilisent ChatGPT comme si c'était rien. Mais même pour eux, pour leur autonomie, j'ai découvert ça super récemment, mais que j'avais des collègues, j'avais des connaissances qui utilisaient ChatGPT ou le chat pour demander comment il fallait s'habiller en fonction de la météo. Il y a l'appli météo, il y a le dressing. Je comprends pas. On a les outils dans la vraie vie, je comprends pas. Bien sûr. Ouais. Et qui sont plus performants aussi. Oui, ils sont juste faits pour ça. Donc, carrément. Et d'un côté, je trouve que c'est... Je pense que c'est un peu comme tout dans la tech, c'est qu'il y a plein de choses qui sont super positives. Par exemple, ma petite sœur, elle étudie là pour essayer de devenir médecin. Et elle dit, mais c'est fou en fait, parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu faire, de voir ce petit cancer, parce qu'il y a un contraste tout petit, on peut sauver des vies. Donc ça, je suis plutôt impressionnée. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense qu'on n'est pas assez formés, mais que ça peut faire un vrai changement de société. Et moi, je suis pas trop persuadée, mais après, c'est parce que je fais de la recherche, donc je suis pas trop persuadée que l'IA pourra un jour remplacer notre créativité ou notre recherche. Parce que justement, même dans la recherche académique ou en physique ou en chimie, on peut se dire c'est très cartésien et tout. Il y a rien de logique dans ce qu'on fait. C'est vraiment très créatif et ça peut pas être généré de manière... si je comprends bien de comment fonctionne l'IA, c'est juste... ça met bien le mot, ça met le mot qui a l'air d'aller bien après. Mais dans la recherche, si on fait ça, ça marche pas trop. Il faut parfois sortir justement des nouveaux... des sentiers battus, etc. Donc je pense que tous les métiers qui auront une part de créativité, ils disparaîtront pas forcément. Après, c'est peut-être très très naïf comme vision. En fait, je suis assez alignée du coup avec ce que Léa a dit. Pour avoir fait une école d'ingénieur du coup où l'IA, c'était pas encore le boom de l'IA, on n'était pas forcément préparés. Donc là, on essaye de s'adapter du coup dans le monde technologique. Mais effectivement, il y a ce contraste-là de l'IA est utilisée pour les bonnes choses et l'IA est utilisée pour les mauvaises choses et peut-être non pas à bon escient, comme Léa a dit du coup que peut-être tout le monde a trop accès à l'IA facilement et qui fait que ça a des désastres environnementaux parce que c'est du stockage, c'est de l'évaporation qu'on a sur X continents, etc. Auquel cas, en fait, les personnes ne sont pas forcément du coup renseignées sur le fait de comment utiliser l'IA de la bonne manière. Mais aussi d'un autre côté, si on prend exactement l'exemple de Léa, de se dire, en fait, ça peut également nous aider dans les domaines médicaux, etc. Donc effectivement, c'est un bond en avant, effectivement, cette évolution de l'IA, mais il faut faire attention de comment l'utiliser, de qui l'utilise, et à voir comment ça peut encore évoluer dans les prochaines années, parce que effectivement... l'exemple que tout le monde connaît, du coup, ChatGPT, ça a évolué de manière très drastique, en très peu de temps. Maintenant, c'est un petit peu... les évolutions vont être peut-être un peu moindres, mais effectivement, ça apporte aussi à tout le monde, du coup, cette solution. Donc, de faire attention à comment ça évolue, de bien l'utiliser et voir aussi s'il y a peut-être d'autres intelligences qui peuvent aider sur d'autres domaines, parce que, est-ce que ça va être des simples recherches ou ça va être avoir un impact beaucoup plus important. Donc, de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est faire un petit peu de la veille, etc. Et pareil, se renseigner sur qu'est-ce qui est possible de faire et de faire attention, en fait, tout simplement. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que l'IA, c'est une technologie comme toutes les autres qui l'ont précédée, comme Internet, qui peut apporter énormément de choses. Exactement. Maintenant, c'est vrai que la particularité que je dirais, c'est que l'IA a introduit ce phénomène où on fait rentrer du vocabulaire très technique dans le commun parlé. Ouais. Et comme tu disais, ça va très vite, mais aussi parce qu'en fait, on a plein de choses qui pop, qui normalement, souvent jusqu'à maintenant, étaient un peu cachées sous le capot, dans le back-end, par les entreprises, qui aujourd'hui sont un peu ouvertes. Tout le monde parle d'IA, d'agentic AI, de réseau neuronal, etc., comme si c'était du vocabulaire commercial. Quoi. Donc c'est vrai que c'est assez particulier comme climat. Parce qu'on vend la technologie comme une solution en soi, alors que ce n'est pas une, c'est un facilitateur.
Donc, je suis assez d'accord avec vous, surtout sur le plan environnemental. D'ailleurs, je fais un talk dessus dans pas longtemps. Oh, trop J'ai bien. trop hâte de parler. Mais de voir vraiment ces nouvelles technologies comme des outils qu'il faut utiliser de manière responsable et intégrer pour résoudre de vrais problèmes, en pensant à ce qui peut résoudre les problèmes et qui existent déjà. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, pour conclure cet épisode et un peu pour le résumer, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots simples pourquoi tu aimes évoluer dans la tech ? Alors, j'aime évoluer dans la tech parce que c'est un milieu qui est en mouvement constant, d'autant plus aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Il y a énormément de nouvelles technologies, dont l'IA, mais c'est pas la seule qu'on peut citer, qui révolutionne nos manières d'interagir entre nous, d'interagir avec notre environnement, avec nos appareils électroniques. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à construire, énormément de choses qui peuvent résoudre des problèmes qu'on a depuis très longtemps. Et c'est un milieu qui est très très créatif, qui demande toujours un petit peu de se remuer les méninges, qui repose beaucoup sur l'intelligence collective. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut toujours apprendre et qui est important de soutenir, notamment tout ce qui est open source et tous les projets open source qui, pour moi, restent pionniers dans le domaine. Et donc j'adore évoluer dans ce milieu-là parce que je sais qu'il peut changer le monde, je sais qu'il peut changer notre société quand on s'y prend responsablement, évidemment. Mais évidemment, c'est aussi un milieu qui m'a permis de rencontrer énormément de gens, absolument partout dans le monde, avec des profils hyper divers, hyper différents, des backgrounds grave intéressants. Et c'est pour ça que ça me passionne toujours autant. Et j'ai hâte aussi de voir dans les prochaines années comment il va évoluer, comment l'IA va faciliter aussi l'entrée dans la tech. Pour les startups, on l'a vu cette année, il y en a de plus en plus parce que c'est plus facile de pouvoir lancer ses idées et de pouvoir les concrétiser. Donc j'ai hâte de voir l'évolution dans les prochaines années. Ça fait un petit peu peur, mais c'est un peu excitant. Ouais. Donc je pense que ça va continuer à me passionner pendant encore un bon bout de temps. Merci beaucoup. En tout cas, de t'être prêté à cet exercice. On est trop contents de t'avoir reçu. Et merci. Merci beaucoup, Léa. L'histoire de l'informatique, c'est écrite avec des femmes et des minorités, même si on a tenté de les effacer. Ada Lovelace a posé les bases de la programmation, Grace Hopper a inventé le premier compilateur, Margaret Hamilton a codé les systèmes embarqués d'Apollo 11, et Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan ont calculé les trajectoires qui envoyaient des astronautes dans l'espace. Ces femmes ont changé le monde avec des lignes de code, des équations du génie, et pourtant aujourd'hui, encore, on a trop peu de personnes qui choisissent la voie de la tech. On espère que dans cet épisode, vous en aurez appris beaucoup sur le domaine de la tech, mais aussi sur la nécessité de s'engager dans la médiation et la vulgarisation de son contenu, comme le fait Léa. N'hésitez pas à consulter également notre page Notion, dans laquelle aussi on proposera à Léa de proposer ses ressources, des créateurs à suivre, etc. Et aussi où vous retrouverez la fiche de révision du podcast pour maîtriser les termes techniques que vous ne connaissiez pas forcément avant. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile ou d'inspirant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.